Nous allons engager maintenant une autre conversation sur cet autre monde. Alors, on dit nouveau monde, non, le nouveau monde, c'est plutôt de la fiction. Il n'y a pas de nouveau monde. En réalité, il y a un autre monde qui est en train de se substituer au monde ancien. Alors, il porte ses contraintes, mais en même temps, je crois que vous l'avez dit les uns et les autres, il ouvre aussi des perspectives pour les entrepreneurs que vous êtes. La logistique est très valorisée. C'est vrai qu'elle est visible, en tout cas, mais il n'y a pas de logistique sans transport routier de marchandises. Vous allez pouvoir, là encore, poser vos questions à nos invités au 06 44 63 11 14. Nous prendrons ces questions à la fin de cet entretien. J'appelle donc pour conduire ce débat sur une autre politique qui suppose en réalité un autre monde qui suppose une autre politique des transports, pour dire les choses dans l'ordre. Je voudrais appeler Laurent Grégoire pour commencer. Monsieur Grégoire, je vous en prie, rejoignez-nous. Vous êtes membre de la Commission nationale des services au ministère de l'économie, président de la section logistique et supply chain, mais vous n'êtes, vous l'avez précisé au cours du petit entretien que nous avons eu, ni fonctionnaire, ni politique. Vous êtes le bienvenu. J'appelle Jean-Luc Bresse, des Transports Bresse, de Montélimar. Ce sera la première note d'accent méridional dans cette matinée. On a pu échanger. Monsieur Bresse, venez, installez-vous. Et puis Stéphane Crène, qui est le responsable innovation chez GS1. GS1, ça veut dire Global Standard One. Bien, on parle de ce... Venez vous installer ici, de ce côté plutôt, Monsieur Crène. Je vais conserver ma place, là. Notre rencontre, c'est un nouveau monde, celui qu'on essaye de décrire depuis ce matin. Alors, c'est un peu du pointillisme économique, on y va touche par touche, mais on voit un peu autour de quoi il est constitué. Il est constitué autour des exigences des consommateurs, des attentes des entreprises quand on est dans le B2B, autour de la question du prix, l'intégration du digital, et on l'a dit de façon directe et indirecte, on s'aperçoit quand même que la réglementation, le politique est toujours un peu en retard par rapport à l'évolution des techniques. Et je voudrais commencer avec vous, Monsieur Bresse. Vous êtes chef d'entreprise, Transport Bresse, à Montélimar, et vous êtes le transporteur, vous êtes devenu le transporteur ou un des transporteurs de l'épicier du monde. Expliquez-nous ça. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, en effet, depuis quelques années, on a pu voir sur nos territoires pousser quelques belles plateformes de logistique. Donc, je travaille pour un petit quincaillier américain. Il paraît qu'il ne faut pas dire le nom. Mais enfin, voilà. Ça commence par un A. Ça commence par un A. Ça fait partie des GAFA. Oui, la plus grosse fortune du monde, donc ça va, quoi. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est un autre monde. C'est pas un nouveau monde, comme vous dites. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, on est passé, et moi, au niveau de l'entreprise, on est passé à une nouvelle donne. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai fait du transport comme vous tous, point A, point B. Puis là, on m'a mis en place de faire du transport. Bon, lambda aussi, je pensais que c'était vraiment la même chose. Non, mais le problème, c'est que ça va à une vitesse folle, quoi. Mais il y a des entreprises, il y a des clients parfois dans la vie économique d'une entreprise qui sont marquants. Là, on est face à une très grande entreprise mondiale, vous l'avez dit, pour la première fois en situation de monopole, non pas simplement sur le territoire français. J'attire votre attention sur ce point. C'est ça. On a connu en France des monopoles naturels, parce que c'était souvent des activités en réseau, le gaz, l'électricité, le chemin de fer. Là, on est face à une entreprise qui est en situation de domination de marché, non pas en France, mais partout dans le monde. Est-ce qu'elle change votre façon de faire le métier? Autrement dit, est-ce qu'elle a changé votre modèle? Alors, elle a changé le modèle, déjà, ça peut... Il faut savoir que Montélimar, au niveau des États-Unis, ils ne savent pas où c'est. Donc, c'est-à-dire que Montélimar s'appelle MRS. MRS, c'est l'aéroport de Marignane, vous voyez, pour situer un petit peu les choses. Ouais. Donc ça explique bien la chose. Montélimar est un site mondial. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi mondial? Montélimar. Mais Montélimar, pourquoi? Bien. Parce qu'un jour, un livre va manquer au fin fond des États-Unis, du Texas. Ben, ce livre, il est à Montélimar et ça va partir là-bas. Donc, c'est vrai que ce qui a changé, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des gens qui ne pensent qu'à ça, qui pensent à une chose. Ça, par contre, ils ont une chose. Ils ont une chose importante, leurs clients.
C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui compte. La qualité et comment j'allais dire, que le client soit heureux, content d'avoir son colis. C'est une des formules de Jeff Bezos, le patron de l'entreprise que vous évoquez là, qui dit « Laissons les concurrents s'observer entre eux, intéressons-nous aux clients ». C'est ce qu'on appelle, dans la posture du marketing, vocabulaire un peu anglais, on dit « user-centric » ou « customer-centric ». On pense au client qui est le vrai patron de la boîte, finalement. Voilà. Donc c'est vrai que ça a changé mon métier. Déjà, ça a changé mon métier dans une façon on va dire, de voir le transport, la rapidité, le délai. Là, je pense que bon, c'est incroyable, quoi. Ça va à une vitesse folle. Il y a vraiment un changement complet, parce que d'habitude, quand on va sur une plateforme, on sait bien que c'est pour approvisionner le secteur, alors que là, pas du tout. Il faut savoir que c'est des échanges complets quotidiens au niveau européen, mondial, comme on dit. Et je pense que ce qui est aujourd'hui, on va dire un petit peu la nouveauté, c'est que c'est des gens qui sont toujours en train de prévoir. Et ils ont une idée à la minute à peu près. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ils ont des gens qui ne pensent qu'à ça. Mais voilà, ça évolue en permanence. Et bien sûr, ça fait évoluer notre société en même temps. On en profite et on évolue avec eux. Bien. Je ne veux pas dire que c'est facile. Bien. Pour l'instant, on évolue bien. C'est pas facile. On va dire, il y a 5 choses. Ce qui est important pour eux, c'est la sécurité, la traçabilité, la qualité, le délai. Bon, il y a le coût. Oui, quand même. On est d'accord. Ouais. Hein, on aimerait que les choses se passent mieux, qu'on soit mieux rémunéré. Il faut savoir qu'on a une concurrence qui est là aussi internationale. Brutale. C'est peu dire. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais ça nous fait avancer. Ils ont une façon de travailler qui est des fois, comme je disais, compliquée, mais malgré tout, qui fait avancer. Et on arrive aujourd'hui à mettre en place des choses assez dingues. Il faut savoir qu'ils ont tellement peur de ne pas pouvoir servir le camion, ils sont capables de payer des camions avec un chauffeur qui reste sur place. Et en cas qu'il y ait une grosse commande, le camion peut partir. Je pense que ça, c'est quand même un petit peu nouveau dans notre métier, quoi. Et pour moi, c'est plutôt une piste d'amélioration et plutôt de l'espoir, ça. C'est plutôt, en tout cas, un espoir de croissance. Tout à fait. Bon. Vous pouvez nous poser vos questions au 06 44 63 11 14. Questions à vous, Jean-Luc Bresse, Stéphane Crène, et à vous, Monsieur Laurent Grégoire. Comment on inscrit tout ce que vient de nous décrire Monsieur Bresse dans le plan la stratégie nationale logistique 2025 ? Alors, je voudrais d'abord préciser une question de terminologie. Le mot logistique, excusez-moi de faire un tout petit peu d'académique, a en gros 3 significations. La première, c'est de porter sur les activités principalement d'entreposage et ce qui va autour. C'est principalement dans ce sens-là qu'on a vu la présentation à l'instant financière. Il y a une deuxième utilisation qui est la logistique, l'ensemble des activités portant sur les flux de produits. Et la troisième, qui est beaucoup plus large, qui est une gestion globale de la chaîne. Je rappelle pour les plus anciens d'entre vous que j'avais eu l'occasion d'en parler il y a 25 ans dans ce congrès de la FNTR quand je présidais la SLOG. Lorsqu'on parle de la stratégie nationale France Logistique 2025, on a pris la deuxième définition, qui est conforme à un référentiel de la FNER qui existe. Et j'ouvre là peut-être une suggestion à notre métier, notre profession, notre filière. Il serait peut-être temps de s'entendre sur ces termes. Ça aiderait peut-être, y compris les journalistes et le grand public, pour mieux comprendre ce que nous apportons à l'économie. Donc cette stratégie, je le confirme, inclut totalement tout le transport et notamment le transport routier. Donc ce n'est pas une stratégie sur des aspects d'entreposage, c'est une stratégie sur l'ensemble des activités logistiques en France. Et je rappelle que cette stratégie, elle n'a pas été décidée par le gouvernement. À mon avis, d'eux-mêmes, ils n'y auraient pas pensé, les pouvoirs publics. C'est l'Assemblée nationale, c'est un amendement voté à l'unanimité par les députés puis les sénateurs il y a 4 ans, qui a demandé une conférence nationale de la logistique. Cette conférence a eu lieu, présidée là aussi par un député. La principale conclusion a été d'élaborer au niveau de la profession, ce n'est pas les pouvoirs publics, et c'est en cela que j'ai porté cela au titre de la section que je préside et où il y a toutes les organisations, dont bien entendu la FNTR,
Donc l'élaboration d'une stratégie nationale France Logistique 2025. Tout cela est public, donc si vous ne l'avez pas lu, vous allez sur Internet, vous allez la trouver, soit sur le site du ministère des Transports, soit sur celui du ministère de l'Économie, puisque je dirais que c'est déjà une première évolution, c'est que tout ceci a été porté par les deux ministères, et ça montre déjà donc, les transports et l'économie, ce qui montre qu'on a mieux compris au niveau des pouvoirs publics que la logistique, ce n'est pas seulement une partie des transports, en plus avec les transports qui dépendent de la transition énergétique, mais que c'est un nerf essentiel de la vie économique du pays. Dans cette stratégie, on a effectivement réfléchi à l'évolution du transport, de l'entreposage, de l'ensemble des flux pour les 10 années qui viennent. Il y a beaucoup de propositions. Maintenant, on va voir si elles sont mises en œuvre par les pouvoirs publics, par les régions, par les organisations professionnelles, par les entreprises, etc. Mais vous avez compris qu'il y a dans cette salle, et autour des débats qu'on a eus, une vraie attente. Les entreprises sont déjà agiles, elles sont déjà en situation. Le monde des entreprises, vous le savez comme moi, il est très darwinien. Soit on s'adapte, soit on disparaît. Donc on n'a pas beaucoup le choix. C'est la raison pour laquelle elles sont souples et flexibles. Est-ce que ça va suivre à l'échelon du politique et du réglementaire? Alors, ce n'est pas à moi de répondre, ce sera aux politiques de le répondre. Nous avons mis dans la stratégie un certain nombre d'évolutions à prévoir. Et ce qui est sans doute nouveau, c'est d'avoir proposé, et c'est en train de se mettre en place, des instances où nous, les entreprises, parce que moi-même je suis industriel, nous, les entreprises, nous aiderons les pouvoirs publics, les régions, parce qu'on parle beaucoup du niveau national, mais comme vous le savez, après la loi NOTRe, les régions ont un rôle essentiel, y compris sur nos questions d'implantation, donc à répondre à ces évolutions. Le problème, il n'est effectivement pas dans nos entreprises, il est dans la législation, tout ce qui tourne autour, les infrastructures, il y a toute une série d'inflexions. Je prendrai juste un exemple. La question de la transition énergétique et, en l'occurrence, la responsabilité sociale et environnementale, la RSE. La RSE, on en parle, les grandes entreprises ont des obligations, les plus petites moins pour le moment. Eh bien, c'est venu des professionnels, on s'est dit, nos entreprises, surtout les PME et TPE, ont besoin de quelques idées un peu simples sur la RSE. On vient d'y travailler depuis 6 mois et dans 2 mois, nous publions un référentiel national sur la RSE en logistique appliqué aux entreprises de logistique. Alors, je vous interromps une seconde pour revenir à un mot que nous avons évoqué depuis ce matin. C'est un mot qui peut faire peur, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, c'est la blockchain. Alors, le métier est percuté, enfin, j'allais dire, les métiers de façon générale sont percutés par le progrès technique. Si vous voulez, Stéphane Crenne, je vais vous poser la question, on va d'abord regarder peut-être un petit film. C'est pas idiot de montrer ce que c'est que cette blockchain. Je vous demanderai ensuite s'il y a un danger d'ubérisation, parce que là encore, c'est un peu la tarte à la crème, ou comment en faire un atout. Mais on commence par regarder ce petit film qui nous présente ce qu'est la blockchain. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission de l'information qui crée des registres de transactions infalsifiables. Ces registres sont un système informatique composé de blocs qui représentent toutes les transactions passées, constituant ainsi une chaîne. Elle est conçue pour qu'une personne ait l'assurance que l'autre partie honore l'obligation qui lui incombe, sans avoir besoin d'obtenir une certification d'un tiers de confiance. Cette technologie est transparente, sécurisée et fonctionne sans organe de contrôle. Aujourd'hui, le cycle du transport routier fonctionne sur une multitude d'échanges d'informations et de documents papier, de la prise de commande à la livraison. Ce cycle est ralenti par la complexité et le volume des documents papier à traiter. La communication des informations et des documents se fait d'un point à l'autre sans vision globale des parties prenantes. Transporteurs, conducteurs, banques, assurances, autorités de contrôle, expéditeurs, clients.
ce circuit rend l'information difficilement accessible et peu fiable. La lettre de voiture électronique permet d'améliorer la fluidité de ces échanges, mais ce n'est qu'une première étape. Demain, la technologie blockchain permettra de créer un maillage global composé de registres partagés, archivés et sécurisés, dont l'intégralité des données sera garantie et accessible immédiatement à toutes les parties prenantes. Concrètement, les marchandises seront suivies et toute commande donnera lieu à une lettre de voiture électronique contenant toutes les informations réglementaires. Expéditeurs, destinataires et transporteurs seront informés en temps réel à chaque étape du transport et pourront mieux se synchroniser. En cas de dommage à la marchandise, par exemple, il sera possible de signifier des réserves par simple photo immédiatement transmise aux acteurs du transport. La géolocalisation permettra une livraison plus précise et de prévoir les équipes nécessaires pour un déchargement plus performant, le tout en supprimant l'administration souvent longue de documents papier. Les intervenants pourront enregistrer et automatiser les transactions financières, gérer les litiges et les contrôles seront automatiquement constitués entre les parties prenantes, tout en évitant les fraudes et falsifications. La blockchain permettra aux transporteurs de générer des gains de productivité supplémentaires. La FNTR est aux côtés de tous les transporteurs pour les accompagner efficacement dans ce changement. La révolution est en route. Ensemble, restons à l'avant-poste. Bien, Stéphane Crène, responsable d'innovation chez GS1, Global Standard One. La loi de Metcalfe fait l'efficacité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Mais ça pose une question qui est comment tous ceux qui sont dans la salle peuvent s'approprier la blockchain, en quoi c'est utile au quotidien. Oui, alors c'est vraiment un nouveau monde ou un autre monde qui s'ouvre, ça c'est incontestable. Il y a une des grandes caractéristiques du secteur du transport, c'est finalement son extrême fragmentation. Il y a énormément d'acteurs dans ce secteur-là et c'est un secteur qui sert finalement un très grand nombre de clients. Et donc, historiquement, on est dans le secteur du transport avec des systèmes d'information qui ont plutôt été pensés en chaîne d'acteurs. Voilà. Donc, on est en train de passer d'une logique de chaîne d'acteurs à une logique de réseau d'acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est aujourd'hui avec des logiques d'interconnexion entre les acteurs d'une même chaîne qui sont aujourd'hui encore relativement faibles finalement. D'autant plus faibles qu'on a une grande disparité des formats, d'échange de données, etc. sur le marché qui fait que finalement le niveau d'interaction, le niveau de collaboration au sein d'un réseau d'acteurs est relativement faible encore. La blockchain, c'est vraiment, ça a l'air encore assez ésotérique. Il faut vraiment voir ça comme une sorte de méta-système d'information dans lequel chacun aurait sa part et dans lesquels finalement les règles métiers de collaboration, etc. seraient inscrites dans les gènes de ce système d'information avec un certain nombre d'automatismes possibles. Alors, question sur la donnée, la data, parce que tout ça, c'est un échange de données. Ça circule très vite. Souvent, ça circule à la vitesse de la lumière, quand notre esprit fonctionne à la vitesse du son. Donc, ça va toujours beaucoup plus vite que nous. Mais derrière, il y a la question des données, la propriété des données. Et les entrepreneurs qui sont là voudraient savoir aussi à qui appartiennent les données clients, parce qu'elles sont productives, elles permettent de gagner, de mieux connaître son client. Enfin, quand on connaît mieux son client et ses exigences, on le sert mieux à l'évidence, on a un avantage sur les autres. Votre avis là-dessus? Oui, mon avis, c'est qu'il faut à la fois ouvrir les données et garder la main mise sur les données. Alors, ça paraît paradoxal, mais le numérique, c'est pas l'informatique. Le numérique, c'est l'interconnexion. Donc, c'est d'une certaine façon l'ouverture de ces données, la mise en lien de mes données avec les données de l'autre. C'est ça le numérique, et c'est ça qui crée de la valeur, c'est ça qui crée de la puissance. Après, évidemment, ça veut pas dire qu'il faut faire une confiance aveugle à ceux qui vont vouloir ma donnée, et ça veut pas dire que moi, je peux pas rentrer dans une logique de donnant-donnant. En fait, par rapport à toute cette question de la transformation numérique, dans le secteur du transport, on a très peur de l'ubérisation. En fait, quand on parle de politique, parce que c'est l'objet de la table ronde, ce qu'il faut probablement concevoir ensemble, c'est une politique qui vise à avoir à la fois Uber, c'est-à-dire la performance amenée par l'intermédiation des plateformes, et l'argent d'Uber, c'est-à-dire la répartition de la valeur ajoutée qui est créée. En fait, on n'a pas 15 000 scénarios face à nous. La transformation numérique est en marche, les plateformes émergent, sur toutes les fonctions de la chaîne logistique, elles sont déjà là. Et ça, c'est irréversible. C'est irréversible, mais ce qui est tout à fait ouvert, c'est le futur de tout ça. Est-ce qu'on veut un acteur dominant, le tiers numérique qui pompe toute la valeur?
Non, on n'en veut pas. Est-ce qu'on veut une fragmentation de ces offres numériques qui ne sachent pas communiquer les unes avec les autres, qui rend quasiment impossible de mettre en place quelque chose comme la lettre de voiture? Parce que qui peut imposer à tout le monde d'utiliser la même plateforme que soi pour être capable de dématérialiser une lettre de voiture qui finalement fait interagir le donneur d'ordre, le transporteur et le destinataire? Personne. Donc ce qu'il faut qu'on crée ensemble, ce sont les conditions de l'émergence du scénario du milieu, c'est-à-dire des plateformes collaboratives entre elles, c'est-à-dire interconnectées et en concurrence les unes avec les autres, de telle façon à ce que le secteur, en quelque sorte, garde la mainmise sur ces outils numériques qui, en tant que tels, sont tout à fait profitables et le gisement de productivité qu'elle recèle est tout à fait important. Monsieur Bresse, vous qui êtes chaque jour dans le transport, il y a au bout de tout ça l'exigence des clients, vous l'avez dit. Hein, vos clients sont eux-mêmes obsédés par leurs clients. J'imagine que vous êtes obsédés aussi par vos clients. Tout ça dessine, ce que nous montre Stéphane Kren, ça dessine un monde un peu horizontal dans lequel le service, les solutions sont toujours accessibles, ce qu'on appelle un peu le sans couture aujourd'hui. Vous voyez comment vous pouvez mettre ça en œuvre? Alors aujourd'hui, en fait, on essaye d'être toujours au plus vite, mais c'est vrai que des fois la technologie va vraiment vite. Quoi. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'il faut être vraiment informé. Il faut la domestiquer. Voilà, tout à fait. Et là, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des choses qu'on a connues. Il faut toujours essayer d'avoir des contacts et essayer d'avoir de nouvelles choses. Pour revenir tout à l'heure, c'est aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte, mais l'adaptation, elle est presque très très rapide, voire des fois, on est à peine adapté que déjà on part sur autre chose. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, on va avoir besoin de tous ces outils, parce que moi, je suis du terrain, pour moi, c'est des outils qui vont me permettre d'avancer. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce soit la ICMR, des choses comme ça va être qu'un début, mais on est obligé de s'approprier, quoi. Il faut aller quand même assez vite dedans, parce que ça va nous permettre d'avoir enfin une espèce de relation en interne avec nos clients, les expéditeurs, les destinataires, ça va se faire sur un document, sur une fois. Je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose d'important à mettre en place. Et je pense qu'il faut être, il faut être ouvert à tout. On est là pour avancer, pour aller assez vite. De ce côté-là, nos clients nous font aller assez vite, quoi. Parce que des fois, c'est un peu comme le gaz tout à l'heure. Des fois, ils nous poussent un peu sur certaines choses. La géolocalisation, c'était pour le transporteur pour savoir. Aujourd'hui, certains clients vous demandent où sont vos camions. Et des fois, ils sont capables de vous dire donnez-moi votre géolocalisation, moi je veux voir où sont vos camions. Donc ça aussi, c'est l'évolution. Alors, quand on a échangé, Laurent Grégoire, on a partagé le diagnostic du secteur et on s'est dit qu'il y a deux choses qui étaient déterminantes, qui étaient peut-être très disruptives. Et vous allez voir que les outils dont vous parlez jouent un rôle dans la mise en œuvre de ces nouvelles contraintes. Alors je ne sais pas si c'est des contraintes, c'est plutôt des atouts dans certains cas. L'économie circulaire, première grande disruption. Et puis ce qu'on évoque là, à mot couvert depuis ce matin, qui est la servicialisation. C'est-à-dire qu'on passe progressivement d'une économie de la transaction à une économie de la solution. Les consommateurs n'achètent plus un bien ou un service, ils achètent une solution. Et ça, évidemment, Monsieur Grégoire, ça change le métier de tous ceux qui sont là. Oui, effectivement. Pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, je voulais en profiter quand même pour féliciter la FNTR d'avoir pris le leadership sur la réflexion sur la blockchain dans le monde du transport. Ayant été à l'origine de cette réflexion l'an dernier, les choses vont très vite, effectivement. Je me réjouis de voir que la FNTR s'est vraiment emparée de cette question. Et une remarque qui va faire le lien avec la disruption, c'est que non seulement les technologies nouvelles arrivent de plus en plus vite, mais elles sont entre elles connectées. Et comme vous l'avez compris, effectivement, tout ce qui est sur la blockchain viendra d'objets connectés. C'est le lien avec la table ronde précédente. Et il y a un lien, on n'a pas le temps d'en parler, étroit avec quelque chose, ce sera peut-être au cœur d'un futur congrès de la FNTR, de l'Internet physique, où là, la France a de l'avance au niveau réflexion académique et qui va bouleverser aussi. Mais effectivement, comme vous le dites, au-delà de ces nouvelles technologies, et dans le cadre de nos réflexions, on a réfléchi à deux disruptions, c'est plus que de l'innovation, des changements de modèle de flux et donc économique. L'économie circulaire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui. Nous sommes encore mentalement dans une économie linéaire. Oui.
on extrayait, on produisait, on transportait, et puis est apparu un peu ce qu'on a appelé la reverse logistique. Bon, on reprend un peu des déchets. Le mot déchet va disparaître. En économie circulaire, tout tourne, tout produit est fabriqué avec d'autres produits. L'eau est réutilisée et tout est au minimum neutre, voire positif en termes de ressources utilisées. Ce qui ne signifie pas moins de transport routier. Ce qui ne signifie pas du tout moins de transport routier. Plus peut-être ou mieux. Voilà, ça veut dire différemment, ça veut dire de nouveaux problèmes, évidemment beaucoup plus de transport de produits ayant déjà été utilisés, avec les difficultés que ça pose. La question d'un meilleur remplissage ou non, si on arrive à mettre dans des véhicules des produits plus neufs, moins neufs, mais même le mot neuf voudra moins dire, etc. Donc une remise en cause et aussi ce qu'on a du mal à comprendre en France, davantage de liens entre les filières. Aujourd'hui, on était un peu spécialisés, les produits de grande consommation, l'automobile, etc. Là, les produits vont passer d'une filière à l'autre beaucoup plus. L'autre disruption, c'est effectivement ce terme qui n'existe pas encore, de servicialisation, mais de plus en plus, les consommateurs vont vouloir payer à l'usage et non plus les produits. Et ceci est vrai aussi en B2B, les industriels ne veulent plus acheter des produits, mais seulement les payer à l'usage. On le voit déjà dans l'aéronautique, dans les photocopieuses, etc. Ceci va se développer, peut-être pas se généraliser, mais fortement se développer, ce qui implique également une évolution, par exemple, et on y travaille pas mal, une explosion de la maintenance, parce qu'il faudra du coup les produits durent plus longtemps, et donc une évolution des flux. Des besoins également. en matière de formation aussi. Et bien sûr des besoins en formation. Merci. Alors, on va prendre vos questions. J'en avais quand même une pour vous, Monsieur Crène. Tout ce qu'on évoque là, ça suppose quand même de parler d'un monde plat de langage informatique qui se parlent les uns aux autres. C'est-à-dire que là, il ne faut pas qu'il y ait de disruption pour le coup. Et il faut peut-être de temps en temps ouvrir le capot, enfin ouvrir la boîte en tout cas, se poser des questions techniques. Donc il faut que les langages informatiques correspondent parfaitement. Oui, c'est sûr qu'il y a une culture informatique dans le secteur du transport qui est en train d'être transformée avec des choses comme la blockchain. C'est-à-dire que historiquement, dans le transport, on a beaucoup fait de langage propriétaire ou de langage très spécifique, parce que c'était en quelque sorte quelque chose qui permettait de rendre un peu captif le client, parce que ça nécessitait pour lui d'investir s'il voulait changer de transporteur. Donc ça, c'est des systèmes qui sont toujours en place et qui, évidemment, le contexte actuel vise à universaliser beaucoup plus les choses. Nous, on travaille sur un sujet très particulier et je pense que c'est intéressant d'en parler parce que ça va vous donner un exemple de ce qu'on est capable de faire avec le numérique. On travaille sur la prise de rendez-vous. Vous savez, la prise de rendez-vous, c'est simplement le fait que pour un transporteur d'aller dire à quelle heure on va livrer le destinataire. Aujourd'hui, en France, la pratique est assez peu collaborative. En gros, c'est beaucoup le destinataire qui va dire « moi, je veux être livré à telle heure ». Il se trouve que dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, dans le secteur du transport, les choses se font de façon beaucoup plus collaborative. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse un champ des possibles au transporteur d'aller choisir son créneau. Et la chose est assez vertueuse, notamment dans une logique de diminuer les temps d'attente, vous savez. Et nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour interconnecter les agendas du marché. Parce que lorsqu'on fait ça, en fait, on réduit finalement la fragilité de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, le problème quand c'est collaboratif, c'est qu'il faut aller sur un extranet de quelqu'un pour aller prendre rendez-vous, il faut aller sur une plateforme de quelqu'un d'autre pour aller prendre rendez-vous, et en fait, on continue à utiliser tout un tas de systèmes qui ne sont pas les systèmes de l'entreprise, mais qui sont des systèmes distribués, des plateformes, etc. Or, dès lors qu'on va réussir à interconnecter tous ces agendas, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir un levier d'optimisation incommensurable, extrêmement puissant, pour mieux charger ces camions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on organise chaque heure de transport, c'est-à-dire on cale l'organisation, quand est-ce qu'on va prélever la marchandise, quand est-ce qu'on va la livrer. On fait ça pour une dizaine d'heures de transport, par exemple, et ensuite on regarde comment est-ce qu'on peut combiner et comment est-ce qu'on peut optimiser. Lorsque la data, elle sera disponible, ouverte sur les créneaux de rendez-vous disponibles, on ira chercher toute la data et ce seront les algorithmes qui permettront de préconiser le meilleur choix des rendez-vous. Et ça, à l'échelle du secteur du transport routier en France, c'est un levier d'optimisation qui est extrêmement puissant. Et ça, c'est à notre portée, pourvu qu'on soit suffisamment intelligent
pour collaborer tous les uns avec les autres et pour créer ces formats universels d'accès à la data de rendez-vous. Donc voilà, c'était un exemple, mais à mon avis, il est très probant. Très parlant, en effet. Merci Stéphane Crane. On prend des questions SMS, je vais en prendre 3 parce qu'on s'approche de midi et je sais qu'à partir de midi, l'estomac reprend le pouvoir sur le temps de cerveau disponible. Donc comment peut-on imaginer qu'une stratégie nationale publique puisse avoir un impact quelconque dans un monde où la clé semble être l'innovation, la compétitivité, la prise de risque d'investisseurs visionnaires? C'est une bonne question. Je précise que la stratégie nationale, elle n'est pas publique. C'est une stratégie nationale qui a été adoptée par l'ensemble des acteurs. Et quand vous la lirez, c'est 80 pages, vous le trouvez sur Internet, vous verrez qu'il y a plein de choses. C'est aux entreprises de, entre autres, utiliser les nouvelles technologies, etc. Il y a des éléments publics, bien entendu, notamment sur les infrastructures, sur la fiscalisation, sur un certain nombre de choses dont on a parlé. Et là, je dirais, c'est à nous les entreprises de faire peut-être mieux pression et davantage faire comprendre les problématiques du secteur pour le faire évoluer dans le bon sens. Je pense que le dialogue qui a eu lieu pour élaborer cette stratégie depuis 3 ans entre pouvoirs publics, régions, organisations professionnelles et syndicats, car les syndicats y ont participé, va un petit peu dans ce sens-là. Mais oui, l'innovation et la compétitivité, c'est celle que nous vivons tous les jours. Et c'est à la limite, à travers ce genre de travaux collaboratifs avec les pouvoirs publics qu'on leur fait mieux comprendre les problèmes que nous rencontrons et qu'on trouve ensemble des solutions. Donc, voilà. D'accord. Merci, Laurent Grégoire. Autre question ? La puissance des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, vous pouvez ajouter un M avec Microsoft, puissance financière, 3 des principales capitalisations boursières du monde sont dans ces entreprises, connaissance des clients, ça c'est absolument capital, agilité, c'est vrai qu'elles ont en plus beaucoup d'argent, hein, je crois que Google doit avoir 160 milliards de dollars de trésorerie, donc un investissement à 10-15 milliards, c'est peu de choses finalement. Comment ces entreprises ne vont-elles pas laminer le transport routier de marchandises traditionnel, pas uniquement français? Oui, enfin moi je pense que c'est une excellente question et il ne faut pas se raconter d'histoire, le risque est là. Voilà. Amazon, c'est pas juste un épicier, c'est aussi un transporteur et un logisticien, et parmi les plus gros du monde, et probablement le premier à terme. Monsieur Bress en est convaincu, je crois. Voilà. Google a organisé à Paris, il y a 2 ou 3 semaines, une première conférence chez eux sur le transport et la logistique. Et évidemment, ils ont une puissance de feu avec toutes leurs API autour de Google Maps. Et ils sont capables d'apporter des services à haute valeur ajoutée pour les acteurs du transport. Uber fait des choses exceptionnelles aux États-Unis, donc tout ça c'est vrai. Donc le risque, il est présent. Ensuite, il ne faut pas que ce risque-là démobilise tout le monde. Au contraire, il faut qu'on fasse preuve individuellement et collectivement. Preuve d'innovation, de créativité. Mais on n'a pas une vision un peu binaire des choses, c'est-à-dire que d'un côté il y aurait le monde digital, de l'autre côté le monde physique. Je vois dans le commerce que le monde physique s'approprie la ressource digitale et finalement j'en suis à me demander aujourd'hui si c'est pas la boutique du coin qui ne va pas ubériser un jour Amazon, parce que les clients ont besoin quand même d'un contact physique. Donc dans le transport, est-ce qu'on ne peut pas conduire le même mouvement, intégrer le digital pour se protéger du digital? Oui, et puis pour attaquer de nouveaux marchés. Moi, je pense que le transport peut adresser des nouveaux marchés. On a évoqué tout à l'heure rapidement les circuits courts. Le consommateur veut des circuits courts. Les circuits courts, ce sont des circuits désintermédiés. Ça ne veut pas dire qu'on va consommer que local. Je veux dire, à Paris, on va continuer à manger des abricots et des pêches, par exemple. Ouais. Donc en fait, c'est des circuits pour les fruits et légumes qui vont être désintermédiés et qui le sont. Simplement, le seul verrou qui empêche la généralisation de ces circuits courts, c'est l'absence d'acteurs du transport et de la logistique qui ont pris les choses au sérieux et qui se sont organisés pour apporter des solutions efficaces à toutes ces plateformes numériques qui offrent aujourd'hui des possibilités de distribution de ces produits en circuit court. Premier exemple, mais il y en a d'autres. Alors, dernière question, pardon, passionnant, mais dernière question. Comment conjuguer des délais à la sauce Amazon avec des optimisations, avec une optimisation des remplissages, Monsieur Bress? Alors là, c'est un peu la grande question aujourd'hui, parce que c'est tellement exclusif et tellement unique pour ces gens-là que pour l'instant, ils ne voient qu'une chose, c'est leur marchandise, il faut qu'elle arrive le plus vite possible, quoi. Mais par contre, l'optimisation, je pense qu'il y a quand même
il y a des réflexions qui se font sur la mutualisation. Même Amazon mutualise à l'intérieur de lui-même. Quand je veux dire, au niveau des flux, ils essayent beaucoup de travailler là-dessus. Il faut savoir que ce soit d'ailleurs Amazon ou autre, il y a de plus en plus justement de dépôts d'entrepôts et de logistique qui sont très très proches aujourd'hui des endroits où la marchandise est vendue. Donc le circuit court est en train d'arriver petit à petit, et même eux sont en train de réfléchir à ça aussi. On a entendu en ce moment, ces derniers temps, même pour des rachats, quoi. Juste un mot. Oui. Je fais le lien avec les disruptions dont je parlais. L'économie circulaire et la civilisation va amener de nouveaux flux. Et pensez-y, entre autres, qui partent des consommateurs pour revenir dans le circuit. Dernière question SMS, la toute dernière. Service uniformisé. Alors, oui, c'est l'idée de la standardisation qu'il y a là dans cette question. Est-ce que c'est encore du service? Alors, pas simple, hein, comme c'est pas simple, mais comme question. Uniformisé, non. C'est au contraire customisé, non, voilà, j'ai l'impression. Je pense que c'est chaque acteur a sa spécialisation, a ses produits spécifiques. Donc, je pense que uniformisé, il y aura peut-être des actions qui vont se faire vraiment, comme on a dit tout à l'heure, sur la mutualisation, des choses comme ça, mais uniformisé, enfin, je ne pense pas tout de suite, quoi. Par contre, ce que je suis persuadé, c'est qu'on parle de beaucoup d'entreprises, mais bon, on est là. Si on n'est pas là, je pense qu'il ne passerait pas grand-chose. Hein. Il faut être clair. Donc là, je pense que aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que depuis de nombreuses années, le transport, c'était un poste de coût, c'était un poste de faible valeur ajoutée. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, pas du tout, quoi. On est vraiment on est là pour la contribution à la performance, pour la qualité, pour le délai. Je pense qu'il faut en prendre conscience. La satisfaction du client. La satisfaction, je pense qu'il faut en prendre conscience. Oui. On a parlé un petit peu toute la matinée, on a un problème de salariés qui nous manquent. On l'évoquera cet après-midi. Ça, c'est un vrai problème. Oui. Mais juste pour dire, par rapport à ça, il faut se poser la question, il manque, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, les clients sont prêts à faire des efforts significatifs pour que leurs marchandises soient livrées en priorité, parce que là, les petits copains, là, il y a mutualisation, ça n'existe plus. Hein. Ouais. C'est moi, ma marchandise d'abord, et puis celle du copain après. Donc, voilà, il faut se poser de bonnes questions. Donc, ça veut dire que quelque part, en ce moment, bizarrement, aujourd'hui, le transporteur, voilà, on l'aime mieux, on le préfère, et je pense que c'est important. Donc, je pense qu'il faut, par contre, bien penser à ça. Puis bon, peut-être faire un petit peu de commerce et aller voir nos clients, quoi. Bien. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que chaque jour, les transporteurs professionnels français déplacent 4,4 millions de tonnes de marchandises, 4,4 millions de tonnes de marchandises en 24 heures, sécurité, souvent qualité, tout ça au service des consommateurs. Merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés au terme de cette matinée. Vous pouvez rejoindre votre place si vous le souhaitez. Je vais demander au président Jean-Christophe Pic de me rejoindre, le président de la FNTR. Je vous en prie, vous voulez vous installer là ou là? Ici, très bien. Bon, j'avais quand même un petit mot à vous dire avant que vous nous livriez vos conclusions de la matinée. J'ai trouvé que les échanges étaient passionnants. J'ai trouvé qu'il y avait un réservoir d'idées, d'innovation dans ce métier et que je pense que vous pouvez être fiers des transporteurs routiers qui sont là aujourd'hui. J'en suis fier, hein. J'en suis fier et je les aime beaucoup tous, parce que j'en suis moi-même un. Alors voilà, écoutez, oui, il m'appartient, il me revient cette difficile tâche de conclure rapidement, parce que c'est vrai qu'à partir de midi, il y a les estomacs qui peuvent rapidement prendre le dessus. Donc je vais essayer d'être synthétique à mon habitude. Oui, pour revenir sur ce que vous disiez, je pense que les débats ont été passionnants, d'une extrême qualité, hein, les intervenants également, et je souhaite encore les remercier très chaleureusement pour nous avoir fait partager tout leur savoir et leur réflexion à ce sujet. Il faut également, je pense, retenir que le transport routier est en réalité très à contre-courant de toutes les images que veulent bien développer les médias ou des fois l'administration, hein, qu'il est éco-responsable, sécuritaire, souple, fiable, hein, et qu'il est pratiquement toujours
la solution aux besoins de l'économie et demain encore plus au niveau des particuliers qui en auront et qui en consommeront de plus en plus. D'un point de vue économique, que retenir? Que la crise a été très sévère, que nous avons mis longtemps à nous en sortir. Elle a été durable pour les entreprises, mais elles ont réagi habilement, sereinement, elles ont su s'adapter, et le fait que nous soyons encore ici, aujourd'hui tous réunis, montre que nous avons survécu. Enfin, toujours sur le chapitre économique, je voulais revenir quand même sur un petit sujet qui a été très rapidement abordé, mais qu'il faut quand même, d'après moi, souligner fortement. C'est un petit mot sur notre CICE chéri. Je pense que ça a été une bonne, voire excellente mesure. Elles sont assez rares pour que quand il en existe une, nous la fassions lourdement remarquer. Et évidemment, nous souhaitons ardemment, et nous nous y employons à la Fédération, pour qu'il soit maintenu, mais dans sa forme actuelle. Et moi, je pars toujours du principe qu'on ne change pas une formule qui gagne, que celle-là, nous étions au début un petit peu sceptiques, que nous avons vu à l'usage qu'elle nous convenait bien à nous, transporteurs, mais je pense également à toute l'économie, et que toutes les réflexions un petit peu hasardeuses pour l'intégrer ça et là, je ne vois pas ce que ça apporterait de plus à la réflexion aujourd'hui. 2 mots sur la stratégie logistique 2025. Quelle place pour le transport routier? Je pense que cette réflexion nationale, c'est vrai qu'à partir du moment où des fois on parle de nous au niveau national, on est un petit peu apeuré, on se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va encore nous arriver sur la tête, parce qu'en général, les coups de gourdin, c'est plutôt nous qui les prenons. Mais je pense qu'il faut au contraire évoluer par rapport à ça, réagir, s'impliquer, et que c'est plutôt une chance pour nous. Il nous faut tous ensemble, et comme on est à l'issue de toutes ces transformations et ces enjeux que nous avons listés ce matin, il nous faut tous ensemble repenser totalement la politique des transports, la politique des transports de proximité, longue distance, les différents modes de transport complémentaires, et que tout ça, ça passe par une stratégie 2025. Moi, ce que je dirais, avant d'aller plus loin cet après-midi, c'est qu'un pays moderne doit savoir donner les moyens au transport de se développer. Car je pense qu'un pays moderne a compris que pour qu'il ait de la croissance, il lui faut du transport. L'échange et l'éclairage passionnant sur la blockchain, bon, je pense que le petit film, et j'espère, vous a éclairé. Je pense que ça va être une vraie étape, une vraie évolution et un vrai challenge pour toutes nos sociétés de transport. C'était quelque chose qui, pour moi, il y a encore quelques mois, était vraiment obscur. Et Florence a beaucoup travaillé et a eu beaucoup de patience pour arriver de façon très pédagogique à expliquer à son président ce qu'il en était. Voilà, donc là, je suis à ce niveau-là, je pense, un petit peu en avance sur vous, mais vous allez vite me rattraper, vous allez voir. Je pense que pour nous, il s'agit d'un... J'étais très sceptique, vous savez, à tout ce qui est... Mais là, elle a réussi à me convertir. Je pense que c'est vraiment une chance pour nous, comme l'a fait remarquer d'ailleurs un intervenant. La FNTR a pris le leadership là-dessus, et je pense que c'est une très belle initiative. J'y crois, sincèrement, et je pense qu'il faut que nous arrivions à intégrer ce savoir-faire dans nos méthodes de travail quotidien. Et je suis certain que cela constituera, dans l'avenir, vraiment un avantage commercial pour toutes nos entreprises, parce que ça répondra vraiment à une attente extrêmement forte des clients dans l'avenir. Voilà en ce qui concerne, je pense, les débats de la matinée.